Bonsoir YouTube, bonsoir Ternet, et bonsoir à toutes et à tous qui êtes déjà dans le chat, car nous avons commencé à se faire des bisous avec les bisounours depuis un petit moment, le temps qu'on finisse les petits réglages. Donc vidéo qui va aborder plusieurs sujets, mais on va démarrer par, et vous verrez qu'il y a un lien, donc restez bien jusqu'au bout, ne vous inquiétez pas si c'est différent de la miniature, mais je sais où je vais et je vais où je sais. Je ne sais pas si ça se dit dans ce sens-là, mais voilà. Et on va commencer en fait par le flip qui s'est terminé, donc le festival ludique international de Parthenay, qui est très certainement le plus grand festival de France et de Navarre, voire même d'Europe. En tout cas, grand, peut-être aussi bien en espace d'ailleurs, ça je sais pas, mais en tout cas en tant que visiteur et visiteuse. C'est aussi, je pense, le plus grand en tant qu'en plein air, en termes de fréquentation, en termes de durée aussi, puisqu'il dure 12 jours, si je dis pas de bêtises. Il s'est terminé, donc là on enregistre, on est le 21 juillet, et je crois que le dernier jour, c'était hier, le 20 juillet. En juin, le Flip a partagé en fait l'impact. Ils ont fait une étude d'impact sur l'édition 2024. Donc là, on va avoir des chiffres de l'année d'avant. Euh, Ce que j'ai trouvé très intéressant de faire ça. Je ne sais pas si d'autres festivals le font, ou s'ils le font, est-ce qu'ils le communiquent publiquement. J'avoue que j'ai pas non plus fouillé Internet pour trouver. Euh, donc voilà, on a quand même une vraie... c'est intéressant hein, de savoir ça, en fait, de voir quel est... parce qu'on se pose toujours la question, est-ce que les gens qui viennent dépensent de l'argent, de quelle manière, etc. Là, on voit que il y a 2,6 millions d'euros qui sont dépensés en 12 jours. Donc effectivement, ça représente une manne financière importante et ça montre que les festivals, qui a, auprès des pouvoirs publics, en tout cas, qui a un intérêt à continuer à promouvoir, alors qu'on est plutôt dans un moment de recul au niveau de la culture. Vous le savez, il n'y a pas besoin de revenir dessus, mais il y a énormément de festivals, notamment nous à Toulouse, on est une ville qui a beaucoup, beaucoup d'événements culturels dans ce sens-là. Et plusieurs festivals ont annoncé déjà réduire le nombre de jours pour les festivals qui avaient une durée conséquente, de réduire en quantité, de se réduire parce que il y a moins de subventions, il y a moins d'aides. Forcément, ça a aussi un impact parce que là, c'est 2,6 millions qui sont dépensés localement, ils ne sont pas dépensés pour le festival. Donc c'est une retombée économique. Donc c'est aussi bien de rappeler ça que les festivals, de manière générale, peuvent rapporter, générer de l'argent et que ça a un intérêt à les soutenir. Donc là, on a des effets. Hop. Donc on le disait, l'année dernière, ils ont eu 200 000 visites. Donc probablement que cette année, je pense que ça sera la même chose, voire plus, puisqu'il y a une tendance générale, là où le jeu de société, on l'a vu, est en train de subir un peu un réajustement économique. On l'a vu il y a quelques heures, je l'ai partagé dans le Discord. Hein, vous savez, il y a toujours le Discord Punchboard où on partage des actualités, etc. Il y a quelques heures, Blam a annoncé donc avoir dû se séparer de 2 salariés. Donc ils étaient 4, ils sont plus que 2, qui sont en fait les co-gérants, ou les copropriétaires d'ailleurs, je ne sais pas exactement comment on dit. Mais voilà, et on sait que depuis le début de l'année, la fin de l'année dernière, il y a beaucoup de petits éditeurs qui ont dû se séparer de leurs salariés. Et souvent, ils reviennent à une situation de quasiment tout seul ou à deux. Voilà. Donc, les petits éditeurs sont en souffrance. Les gros, certains tirent leur épingle du jeu, mais parce qu'ils ont la chance, puisqu'on en est là, d'avoir une ou deux locomotives qui permet de vraiment tirer en avant. D'ailleurs, si on prend ne serait-ce qu'Asmodée, un des plus gros, un leader, comme on dit souvent, dans leur dernière déclaration qui date du mois de juin, je crois, si je dis pas de bêtises, et, dans une longue interview qui est aussi introuvable sur le Discord, il disait que 50% de leur chiffre d'affaires, ce sont tout ce qui est jeux de cartes à collectionner, quoi. Donc, euh, donc voilà, et c'est intéressant de voir que les festivals, eux, sont en progression.
Donc ce loisir qui reste, malgré tout, et surtout des endroits comme le Flip, il y a plein de festivals en France qui restent très accessibles en termes de lieux, de gratuité, etc. Donc oui, donc c'est toujours un peu ambivalent parce qu'il y a toujours celles et ceux qui tirent leur épingle du jeu, surtout en période un peu de crise, et d'autres. Donc voilà, essayez toujours de se dire quelles sont toutes les infos pour avoir une vision la plus honnête possible du moment présent, même si ben, voilà, il y a des choses qu'on ne voit pas, on n'a pas accès à toutes les infos non plus, etc. quoi. Euh, oui, il y a Sabrina qui nous dit, surtout à cette période et cette durée, certains ils vont en vacances et qui dit vacances dit plus de temps, pris au resto ou autre, contrairement à un festival sur 2 jours. Voilà, il y a ça aussi qui joue. Euh, et je sais aussi qu'il y a des éditeurs qui vont pas pendant les 12 jours, etc. Donc, mais ça reste quand même une sacrée, enfin, quelque chose d'unique. Hein. Je suis pas sûr qu'il y ait d'autres festivals en Europe ou dans le monde qui aient cette durée-là et à ce point-là, quoi. En tout cas, voilà, 200 000 visites, dont 20 000 enfants des centres de loisirs, 89% qui viennent spécifiquement pour le flip, donc vraiment un engouement pour le festival, beaucoup de satisfaction, bon, bah, ça en général, il n'y a, pas de secret, hein. L'un va avec l'autre, j'imagine. Quand tu es insatisfait, tu ne reviens pas. Là, ici, on a le rayonnement, donc d'où viennent les personnes du festival. Et comme le disait bah, Sabrina, oui, il y a des gens qui viennent exprès pour ça et de loin. On voit qu'il y a des gens quand même, il y a bah, plus de la moitié des personnes viennent de l'extérieur du département. En rouge, c'est tous les autres départements. Le rose, c'est les Deux-Sèvres. Je pense que CCPG, ça doit être la communauté de communes de Parthenay-Gâtine, si je dis pas de bêtises, je crois que ça s'appelle comme ça. Et l'international, c'est le Petit Bleu. Donc il y a quand même des gens qui viennent, j'imagine, de Belgique. International, c'est doit être tous les pays limitrophes à la France et peut-être même de plus loin, mais je pense que c'est plutôt limité quand même à l'Europe proche de nous, quoi. Oui, pour les éditeurs, je pense que ça doit être des sacrés frais parce que euh, si on prend Cannes, selon la taille de l'éditeur, on est entre 5 et 10 000 euros pour le temps du festival de Cannes, quand c'est pas plus. Quand c'est pas plus. Surtout maintenant avec les frais qui, qui, qui demandent le fait d'avoir rajouté une journée en plus. Je crois que SN, c'est pareil, hein, bah parce que de toute façon, on en revient toujours pareil. Plus tu restes longtemps, plus il faut payer. Il y a les trajets, mais il faut aussi payer les nuits d'hôtel, de logement pour chaque salarié. Donc plus t'es un gros éditeur et plus t'as de tables et plus t'as de salariés pour animer, etc. Et plus ça coûte cher. Sans compter qu'il faut faire du sourcing, il faut continuer à faire tourner les protos, les rendez-vous. Donc en fait, ça peut vite chiffrer et qu'il y a des festivals qui ne sont pas, salut Mafalda, qui ne sont pas là pour la rentabilité, en quelque sorte. C'est-à-dire que tu vas plus pour la communication ou faire des rencontres, mais t'as pas de retour sur le nombre de boîtes vendues qui pourraient te permettre de rendre ton déplacement et ton séjour à l'équilibre, quoi. Donc il y a plus SN, par exemple, c'est un endroit où, selon les années, tu peux, et selon le jeu que tu as, pour peu que tu aies un ou deux jeux qui buzzent un peu, tu peux arriver à équilibrer les comptes, mais clairement, des endroits comme Cannes ou quoi, c'est plutôt pas rentable, quoi, ou comment ça s'appelle, Paris Elliptique. Donc oui, il y a tout ça à prendre en compte, quoi. Donc voilà, il y a aussi les retombées économiques sur le long terme, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent et qui découvrent le territoire pour la première fois et qui donc vont envisager de revenir en dehors de la période du festival. Ça nous dit que les gens passent en moyenne presque 5 nuits sur place, ce qui est beaucoup en fait sur 12 jours, c'est quasiment pas loin de la moitié, en tout cas on peut considérer qu'un tiers du séjour, les gens passent un tiers du séjour sur place. Euh, Après voilà, est-ce que dans ces 5 nuits, tout le monde est compté ou est-ce qu'il y a aussi les visiteurs et les pros sont pas comptés?
Voilà, ça, je sais pas exactement le détail de l'étude d'impact, mais en tout cas, oui, c'est... Et donc 67% des logés sont en hébergement marchand. On a aussi les âges, donc on voit que c'est 30 ans, donc 52% des visiteurs viennent en famille, et effectivement, c'est Sabrina qui nous parlait des vacances. Donc voilà, ça veut dire que c'est aussi un festival très familial, ce qui est peut-être une distinction à avoir avec d'autres festivals très connus, très populaires, mais qui sont peut-être plus populaires auprès des passionnés que des familles. Donc je pense qu'aussi c'est autant lié au lieu, à ce que le lieu propose et les divers endroits, puisque a priori, je dis bien a priori, parce que moi je suis jamais allé au flip, mais de ce que j'en ai vu en image, des témoignages qu'on m'a ramenés, ça reste quand même quelque chose d'assez particulier et très agréable. La gratuité toujours, donc tout ça fait que les familles sont plus à même de venir. Donc ça aussi, c'est une autre manière de proposer des jeux et de présenter ces jeux. On voit un 30 ans avec enfants, 40 ans sans enfants, ce qui correspond à peu près à tes enfants sont suffisamment grands pour soit ils pas t'accompagner, soit ils ont autre chose à faire. Donc c'est peut-être ça aussi qui explique que tu passes moins de vacances avec tes enfants à partir d'un certain âge. Enfin, moi je l'interpréterais comme ça. Euh, On voit qu'il y a 40% des festivaliers qui ont déjà participé à 5 éditions ou plus, donc il y a des habitués. Un tiers viennent pour la première fois, donc il y a quand même un sacré renouvellement. Ça, je pense, c'est des datas très intéressantes. Et puis, il y a près de 80% des visiteurs qui veulent revenir en 2025, donc ils ont peut-être revenu cette année, on aura les chiffres. Je ne sais pas s'ils refont une étude d'impact tous les ans, comment ça marche. Mais en tout cas, je me dis que là, pareil, il y a un moment, je ne sais pas s'ils sont déjà à saturation, mais il y a un moment, il va falloir aussi trouver des solutions je ne sais pas. Euh, donc voilà, ça c'est les impacts sociaux et humains, donc la visibilité nationale, toutes les choses euh, qui sont... c'est pas plutôt si on compte les enfants ou pas? Ah, tu veux dire à partir de 40 ans, tu les comptes plus comme enfants? Ah, c'est possible. Oui, c'est possible si on compte pas les enfants. Ok, oui, t'as peut-être raison. 70% des commerçants estiment que le flip a un impact fort sur l'image. Bah oui, oui, forcément. Les modes de communication, le bouche à oreille, pour 38%. Sabrina nous dit, ça veut dire qu'on n'arrive pas à accrocher les ados aux jeux de société, malheureusement. Oui, oui, on verra plus tard, parce que c'est un peu le thème de la soirée, justement. Mais il y a, je pense, oui, quelque chose qui est en train de bouger. Je serais moins radical là-dessus. Je pense que c'était le cas un peu par le passé, où il y avait une période où les ados, mais ce qui est normal en fait, il y a la fameuse période où les ados entrent un peu en contradiction, contrariété avec les parents ou les adultes. Donc il y a ce moment de détachement aussi avec, ben, on va pas partager les mêmes loisirs, etc. Puis il y a un côté un peu prendre son indépendance ou son autonomie, être plus avec les copains, etc. Donc je pense que ce loisir-là, en fait, se prête moins à une tranche d'âge. Pas pour tout le monde, évidemment, c'est pas une généralité, mais c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les activités que certains ados pratiquent, quoi. Et puis les jeux vidéo, évidemment, etc., quoi. Donc 38% le bouche à oreille et 31% le web et les réseaux. Donc ça, c'est intéressant parce que il y a toujours quand même les réseaux hein, sont toujours présents pour l'instant. Natou dit moi ado c'était 100% jeux vidéo. Oui, pareil. Je vote pareil. Je crois que d'ailleurs que cette particularité ne s'est jamais arrêtée. Salut Franck. Euh, les festivaliers jouent de manière hebdomadaire. 47% jouent aux jeux de cartes et aux jeux de société. Ça veut dire quand même que ça attire un public assez conquis, à moitié conquis on va dire. La moitié des gens jouent de manière hebdomadaire. Pour moi, c'est une pratique ludique. Voilà, on est dans le loisir pur et dur.
Je pense que les autres, c'est juste qu'ils pratiquent peut-être de temps en temps, peut-être jamais. Euh, mais ça veut quand même dire que ça attire aussi déjà les passionnés ou les gens qui... Parce que de manière hebdomadaire, voilà, c'est pas tous les loisirs qui sont pratiqués comme ça. Et 33% aux jeux vidéo. Donc c'est intéressant, quoi. Ça fait venir aussi des personnes qui, peut-être sont les deux, hein, d'ailleurs. Mais voilà, moi je trouvais toutes ces infos, ces datas intéressantes, parce que ça dit déjà quelque chose. Puis du flip comme il venait de se dérouler. Là, il y a un comparatif avec des résultats moyens, avec 5 festivals de musique à budget équivalent. Voilà, avec la fréquentation, les dépenses moyennes, euh, le ratio budget dépensé, etc. L'impact économique. Et on voit que le jeu de société est quand même sacrément puissant et qui pourtant a moins d'argent que les festivals musicaux. Donc tout ça, je pense que ça donne... Alors évidemment, j'espère que ça servira pas à faire fermer des festivals musicaux au détriment du jeu de société, mais ça montre quand même que voilà, le jeu de société reste une puissance de frappe, pour certains festivals en tout cas. Je ne sais pas si tous le font, mais je pense que même sur les petits, ça serait intéressant de voir quel est l'impact dessus. Puis 200 000 entrées, ça me semble énorme. Ça, c'était le flip. Je crois qu'ils ont posté une photo, si je dis pas de bêtises. C'est peut-être pas sur leur... Ah non, ça c'était sur la ruche ludique. Voilà. Alors, rendre hommage quand même aux bénévoles. Je pense que là, c'est quoi l'organisation, les bénévoles, il y a beaucoup de gens. Bon, voilà, ça fait toujours remercier toutes ces personnes qui font vivre le jeu de société. Et on le voit avec beaucoup d'impact. Donc ça, c'est cool. Mais au festival, au Flip, il y a aussi autre chose. Il y a des prix ludiques. Et il y en a un qu'on n'a pas souvent abordé sur Punchboard et que je voudrais aborder avec vous ce soir. Parce qu'il y a Sabrina qui nous parle du tarot, qui joue au tarot. Effectivement, c'est peut-être quelque chose qu'on reviendra un peu plus tard. Euh, il y a les maisons de retraite des Deux-Sèvres qui se sont retrouvées donc à Parthenay pour le rendez-vous ludique des seniors. Il y a les seniors, évidemment. Et il y a le Silver Flip qui est justement euh, les seniors qui élisent. Dans les EHPAD, on ne fait pas que regarder d'Eric, hein, comme veut la tradition des humoristes à se moquer des EHPAD, mais on joue aussi aux jeux de société. Et donc les jeux qui cette année ont été lauréats, c'est Picomino et Genius Square. Donc ce qui est assez... voilà. Alors il faut savoir que le Silver Flip, ça cherche aussi euh, des jeux qui peuvent s'adapter aux, comment dire, euh, en termes d'accessibilité en fonction des pathologies ou des déficiences liées justement à l'âge. Donc voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle quand tu as de l'arthrite ou des choses comme ça. Donc il y a ça aussi qui rentre en compte. Évidemment, euh, c'est pas parce que les jeux sont modernes qu'ils sont bien, il faut aussi qu'ils soient adaptés aux personnes. Donc voilà. J'ai trouvé ça bien parce que, évidemment, oui, Picomino c'est génial, c'est un classique. Moi ça m'a fait marrer de le voir là. Derrick, ancien SS de mémoire, oui, bien sûr. Traditionnellement, euh, on pense à d'autres jeux en fait. Et voilà, je me suis dit, tiens, Picomino, c'est pas celui que voilà, j'aurais pas penché dessus. Il faut savoir que les Silver Flip, mais aussi les Educa Flip, ne sont pas cantonnés à des jeux sortis dans la même année, etc. Ils vont pas chercher ça, quoi. Et ils vont chercher plutôt, alors, je sais pas si les Silver, ça marche comme l'Educa Flip ou c'est des jeux que les éditeurs proposent eux-mêmes, mais en tout cas, oui.
Et on a un petit article, évidemment, parce que à 92 ans, on a toujours... à 92 ans, j'adore la phrase d'accroche, je suis toujours une mauvaise perdante. Donc voilà, on a l'EHPAD des Orangers qui en pleine action appartenait. Et évidemment, donc c'est ce que je disais, hein, les jeux adaptés pour les personnes âgées, quoi. C'est pas Lucana, c'est comment il s'appelle ce jeu? Si, c'est Lucana? Non. Ah, je sais plus, on y a joué à 4, mais je me rappelle plus du nom. C'est pas un nom de fleur? Non, on ramasse des fleurs. Bref. Putain, moi aussi, je vais finir à l'EHPAD. Si, si, c'est Lucana. C'est moi qui vais finir à l'EHPAD. Euh, donc, donc voilà, tout ceci pour nous amener, hop, que je me perde pas, car j'ai tout noté. Donc c'était Solange, j'ai pas dit son prénom. Et donc il y a des dizaines de seniors qui s'essaient au jeu dit moderne. Ah, c'est Lacuna, merci, voilà. Et c'est marrant parce que très souvent, quand on pense un peu aux personnes d'un certain âge, on imagine le Scrabble, on imagine la belote, on imagine un peu des choses comme ça, quoi. Euh, et ce qui est bien, c'est de se dire, bah, en fait, pas du tout. Euh, c'est la même, je pense que c'est un peu le même défaut que parfois on peut avoir envers les enfants ou autres, c'est que en fait, bah, les seniors, ils se régalent autant et ils n'ont pas besoin de jeux simples, parce qu'il y a un peu toujours ce truc de qu'on essaye de combattre, hein, même si je peux le comprendre, parce que pour certaines personnes, effectivement, des jeux accessibles, ça aide à entrer dans le monde du jeu. Mais moi, j'en reviens toujours à c'est quoi l'envie des gens. C'est l'envie qui compte, en fait. Si tu as l'envie, bah, tu prendras du temps et tu iras sur des jeux qui te conviennent, vont te plaire. Alors que c'est pas parce que le jeu est accessible, si t'as pas envie, t'as pas envie, quoi. Si t'aimes pas les jeux de bluff, c'est pas parce que c'est un jeu de bluff facile d'accès euh, que c'est bon, quoi. Donc voilà. Et j'aime bien, moi, quand on sort ça un peu de la tête des gens, de se dire non, non, tout n'est pas à rentrer dans certaines cases, même si, quand on connaît pas les personnes, effectivement, il peut y avoir des jeux plus faciles à mettre entre les mains que d'autres. On est d'accord là-dessus. Mais malgré tout, voilà, les personnes âgées aussi, elles vont jouer sur des jeux qui peuvent être complexes, qui peuvent aller chercher autre chose que taper le carton, même si, euh, même si évidemment les jeux traditionnels, comme le bridge, les jeux régionaux, les mots fléchés, etc., ben, c'est des jeux qu'ils ont connus pendant longtemps, donc c'est aussi logique comme nous de retrouver ça, quoi. Et donc, ce qu'on va essayer de parler, c'est ça, c'est le fait de la transmission, parce que justement, d'un côté, on a le flip avec, avec ces EHPAD et ces clubs du troisième âge qui viennent participer et jouer et lire, en quelque sorte, sélectionner des jeux pour lesquels ils ont eu des coups de cœur, pour lesquels ils sont bien amusés. Et donc, bah, c'est génial de les voir jouer à Just One. On connaît Quirkle, des Azul, etc., qui sont un peu les nouveaux, j'ai envie de dire, les nouveaux classiques pour les seniors. Euh, et de se dire qu'avant, ça marchait dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'avant, c'était les seniors qui faisaient la transmission vers leurs petits-enfants, très souvent. Il y avait toujours une génération un peu, entre guillemets, sacrifiée qui sautait. Et c'était quand les grands-parents s'occupaient des petits-enfants que là, tout à coup, on ressortait le dada, on ressortait le jeu du dada, hein, j'entends. On ressortait toutes ces petites choses. Moi, c'était plutôt avec des personnes d'un certain âge que j'ai connu quand j'étais tout petit, leur ami, des jeux comme ça, etc. Donc, je me dis, le nain jaune, voilà. Donc, dans l'idée de cette transmission, ce qui est rigolo, c'est de se dire que bah là, c'est l'inverse. Du coup, ce sont des jeunes animateurs qui font la transmission envers cette génération-là et qui j'imagine, euh, enfin,
ne vont pas s'ennuyer parce que bah, je trouve ça génial, quoi. Plutôt que d'être obligé de passer sa journée devant un écran de télé, etc., ou devant des jeux traditionnels, bah, d'avoir toute cette richesse ludique qui va pouvoir aussi les aider à travailler la motricité, la mémoire, etc., quoi. Donc, ça va aider, quoi. Oui, voilà, il y a souvent cette transmission des aïeuls vers les plus jeunes. Mais, et c'est ça, moi, qui m'a intéressé, euh, hop, tant que j'y suis, d'ailleurs, j'ai oublié une petite info. Ils annoncent que en 2025, il y a eu 37 000 boîtes qui ont été vendues. 37 000 jeux vendus en 12 jours, soit 10 000 de plus que l'an dernier. Donc on sent que tout le monde n'a pas la crise non plus. Ou que les jeux coûtent moins cher, donc on en vend plus. C'est peut-être ça aussi, le volume. Vous aurez de toute façon tous les liens hein, pour tout ce qu'on est en train de discuter. Vous avez les liens pour aller pouvoir les lire. Tant qu'on est partenaire, avant de continuer sur la transmission, une petite digression parce que je suis tombé sur cet article et je trouve ça intéressant. Sur les fameux gobelets consignés qu'on voit dans tous les festivals, euh, festivals de musique, mais festivals de jeux aussi. Et je sais qu'il peut y arriver, et je m'exclus pas de la chose parce que ça m'arrive aussi, ce côté où tu as envie de collectionner un peu les gobelets consignés, et voilà, et d'expliquer en fait pourquoi c'est pas une bonne idée en fait, pourquoi quand on y réfléchit en fait c'est pas du tout une bonne idée, c'est que ben, en fait on collectionne du plastique, et surtout c'est que normalement ces gobelets doivent pouvoir resservir d'une année sur l'autre, sauf que en collectionnant, bah, ça oblige des nouvelles, comment dire, des nouvelles commandes de nouveaux gobelets, donc plus de plastique, vous l'avez compris. Donc voilà, si vous êtes un habituel ou une habituelle de la collectionnite des gobelets en plastique, bah, je pense qu'il faut aussi prendre conscience que peut-être c'est moins à faire pour de bonnes raisons. Vaut mieux les rendre et récupérer son petit euro de consigne. La consigne qui avait été mise à la base justement pour inciter les gens à ne pas garder les gobelets. Et maintenant, il y a une nouvelle manière de faire qui a été trouvée, c'est aussi de ne plus changer d'une année sur l'autre les dessins, les illustrations du gobelet, pour encore moins inciter les gens à la collectionnite. Bref, je suis tombé là-dessus, je vous mets aussi le lien pour aller lire parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Fin de la ludigation. On va encore dire que le gars, il s'embrouille, etc. Donc, on parlait évidemment à l'alchimie, c'est sous forme d'aide au festival. Ouais. Mais si on les rend, c'est encore mieux, puisqu'il n'y a plus besoin d'en recommander, donc ça fait encore moins d'argent à dépenser d'une année sur l'autre. Mais oui, c'est vrai que. On parlait donc de cette fameuse transmission et de ces fameux jeux qu'on pourrait se dire estampillés pour un âge. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a l'effet inverse, c'est-à-dire que les jeux classiques, ou ce qu'on pourrait appeler euh, les jeux traditionnels, je mettrai un peu ça là-dedans, eh ben, ils sont en train de prendre un coup de jeune, si je puis dire. Et il y a un espèce d'effet de balancier qui m'a dit, tiens, on va en parler, on va faire cette vidéo. On a cet article notamment, qui est le grand coup de jeune du Mahjong. Donc le Mahjong qui était un peu comment dire, un jeu traditionnel chinois qui était plus cantonné euh, aux mamans et surtout aux mamies chinoises, euh, qui avaient plutôt cette habitude-là. Et bien en fait, avec TikTok, avec les réseaux sociaux notamment, et souvent c'est vrai qu'on les place de manière négative, à juste titre, attention, je suis pas en train de dire qu'il fallait pas, mais si, c'est négatif, mais malgré tout, en fait, ça a aussi des effets de bord, des effets positifs, et notamment sur redonner envie aux gens et aux jeunes surtout, de s'adonner à des jeux plutôt cantonnés, plutôt estampillés, vieux. Et on sait que oui, on va pas y jouer parce que ça fait vieux
etc., quoi. On a tous connu les clubs un peu au collège, etc., ou les clubs d'échecs, les clubs de jeux de société à l'époque, où bon, ça attirait pas grand monde, ou une certaine catégorie de personnes. Et là, on l'a vu, hein, il y a un engouement depuis quelques années avec les échecs, et c'est souvent lié, on le voit, hein, avec des... alors on le sait, la série de Netflix y est pour beaucoup, hein. Le jeu, c'est le jeu de la dame, hein, si je dis pas de bêtises, qui a relancé la, la, la chose, si je puis dire, la chose ludique. Et du coup, des influenceurs et influenceuses se sont emparés du sujet et c'est devenu, voilà, c'est devenu tendance. On va le dire comme ça, hein, parce que c'est ça qui fait que les gens s'y mettent. Et puis une fois qu'ils s'y mettent, ils y découvrent des plaisirs, des loisirs. Et puis au début, on y vient parce que on se dit pourquoi pas, ou parce que la personne qu'on suit sur TikTok ou sur YouTube ou Instagram s'y est mise, on se dit tiens, j'aimerais bien faire pareil. Et puis finalement, on y reste parce que ça nous plaît, quoi. Donc ça devient des vraies tendances actuelles. Et donc hop, le Mahjong, euh, donc c'est un jeu du 19e siècle, si je dis pas de bêtises, euh, qui est, qui était associé, alors je crois, au Nouvel An lunaire, et ça revient en force, mais de folie. C'est-à-dire que c'est pas que en Asie, c'est aux États-Unis, il y a des clubs qui se sont multipliés à New York, à Las Vegas, etc. Euh, et maintenant, c'est, alors, vous le savez, dès qu'il y a quelque chose qui a un engouement, euh, évidemment, le licensing de masse, ça ne s'arrête pas. Il y a des pays où ça ne s'arrête jamais de tourner les jeux traditionnels. En Amérique latine, ça joue au domino de partout, etc. Oui, oui, bien sûr. On avait parlé d'un jeu qui a un équivalent du jeu de... Alors, c'est pas le jeu des petits chevaux, mais un équivalent, je sais plus comment il s'appelle. Le tac-tac, je sais plus. Toc-toc, toc-tac. Bref, le TikTok. Oh, je sais plus. Tiens, en parlant de TikTok. Un tic-tac. Putain, les transitions ici, les gars. Et le TOC, voilà. Et on en avait parlé de ce fameux jeu qui avait repris une espèce de truc populaire en démarrant dans les prisons, puis en finalement devenant tendance aussi, pour au final, excusez-moi, j'ai pris des tic-tac, ça va faire du bruit, pour au final se retrouver, et pareil, tendance, et donc on y vient avec le licensing. C'est pareil avec le Mahjong, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on va jouer avec le Mahjong traditionnel et un peu, comment dire, un peu froid. Non, il faut des tuiles Hello Kitty, des tuiles, des frites McDo, etc. Du DJ qui taponne derrière, euh, des sweets à capuche, on picole le saké, etc. Donc, on sent aussi que ça s'accompagne d'une ambiance pour être tendance. C'est pas que le jeu qu'il est, c'est tout ce qui l'entoure, l'imprègne. On en avait parlé, hein, d'ailleurs, et je vous ai partagé sur le Discord euh, beaucoup d'infos, hein, sur ce Discord. Je vous invite à vous y connecter régulièrement. Le fameux Uno, le social club Uno, est enfin ouvert. Donc je vous ai partagé les premières photos. Et puis va suivre d'autres choses. Donc je pense qu'on est dans cette mouvance où il y a énormément de jeux traditionnels qui vont se retrouver euh, bah voilà, dans des clubs comme loisirs, hein, tout simplement. Alors j'espère que ça va pas tourner jeu d'argent, mais en tout cas c'est là. Et puis, ah j'ai pris Tic Tac, c'est pas une bonne idée. Je couperai après tout ça. Non. Euh, et puis aussi, ce qui est marrant, c'est que il y a un sujet qui est beaucoup là, et c'est pour ça que j'en parlais du début, j'étais parti sur les seniors, c'est que les seniors, une des difficultés des seniors, c'est notamment la solitude, en tout cas le fait d'être moins entouré, et bien le mal de notre époque, et en tout cas c'est parmi les sujets qui reviennent très souvent dans le mal-être des jeunes d'aujourd'hui, et peut-être même des moins jeunes,
c'est la solitude. Il y a ce sentiment de solitude. En fait, à partir du moment où on a pu toucher du doigt l'autre bout de la planète et être en contact avec tout le monde, finalement, on s'est retrouvé tout seul. Il y a une espèce de, de basculement qui a eu lieu, assez étrange d'ailleurs. Et donc, en fait, tous ces clubs, tous ces endroits de jeunes, on sait que les boîtes de nuit, par exemple, ont périclité. On sait que les rencontres aussi, la manière de se rencontrer a été, ou à l'époque c'était dans des bars, dans des fêtes, dans des boîtes ensuite, etc. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, des smartphones et des applications de rencontres, ça a marchandisé le contact humain. Et donc, on s'est aussi retrouvé à laisser tomber les lieux un peu de débauche, mais aussi qui faisaient les rencontres, quoi. C'est ça. C'est l'évolution du web et son impact dans notre société. Et donc, en fait, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, ces clubs de Mahjong, ben, en fait, sont redevenus des lieux qui proposent du lien. Parce qu'évidemment, tu ne joues pas tout seul. Tu joues avec d'autres personnes. Et ça recrée du lien. Autant que pour les EHPAD, etc., comme je disais, ben, en fait, les jeunes qui vont être avec d'autres tranches d'âge, hein, ils ne sont pas forcément, je dis les jeunes, parce que l'article montre que c'est une nouvelle génération, c'est la fameuse génération Z, la fameuse dernière génération, parce qu'après Z, c'est foutu, il n'y a plus rien. Fin du game. Mais en tout cas, voilà, ça organise des soirées justement intergénérationnelles, ça recrée du lien, ça refait société en fait. Alors certes, on est peut-être le seul pays à dire jeu de société, mais là on est en train de reprendre dans le monde, en tout cas, ça fait société. Mais il n'y a pas que aux États-Unis ou en Asie, avec le jeu du Mahjong, on a aussi, hop, comme on peut le voir ici, le bridge, et, euh, et en fait les champions de France de bridge, c'est les collégiens. C'est-à-dire que, une fois de plus, le bridge n'est pas réservé aux têtes blanches, comme dit le chapeau, donc aux gens qui ont les cheveux blancs. Alors moi, j'ai pas encore de cheveux blancs, mais j'ai pas de cheveux du tout, comme ça, on peut pas le savoir. Mais voilà, le jeu du bridge, le jeu de cartes, bah, ça séduit aussi les jeunes. Et pareil, je trouve ça bien parce que, alors certes, là, il y a le côté plutôt sportif du jeu de société, hein. Moi, je fais toujours un peu cette différenciation entre quand on joue, ça veut dire qu'on est joueur, quand on n'est pas joueur, quand on est compétition, etc. Pour moi, on est plus dans le sport que dans le jeu. Mais voilà, c'est une petite distinction que je fais personnellement. Euh, mais je trouve ça très bien de ne pas toujours courir après cette fameuse nouveauté, puisqu'on parlait, même si, comme je l'ai dit pour le Mahjong, il y a le licensing qui s'en empare. Malgré tout, je trouve que garder cette filiation, garder notre patrimoine, en fait, le patrimoine ludique, hein, bah, je trouve ça très bien que des jeunes s'en emparent parce que bah, c'est aussi ces jeunes-là qui vont continuer à avoir une bonne image du bridge, pas l'avoir associé à des personnes âgées, mais plutôt à un bon souvenir, peut-être même continuer à y jouer et à pratiquer ce loisir. Et donc je pense que ça aussi c'est bénéfique et qu'on oublie trop souvent que le jeu de société, moi c'est quelque chose que j'ai un peu remarqué dans les discussions. Très souvent, on veut amener des membres de notre famille qui ont un certain âge et qui ne jouent pas, ou qu'on a l'impression qu'ils ne jouent pas, vers des nouveautés. Il faut toujours de la nouveauté. Comme s'il fallait les nourrir encore de choses, alors que on oublie souvent de leur demander c'est est-ce qu'ils jouent et à quoi ils ont joué, à quoi ils aiment jouer. Et, euh, et donc, à partir là-dessus, en fait, ils ont déjà des jeux qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent. Et je pense que parfois, on peut aussi plutôt que d'essayer de les inviter dans notre monde, qui serait nos jeux favoris, commencer par être dans le leur et apprécier jouer avec eux, avec ce qu'ils savent déjà, parce que ça c'est fait. Ils savent déjà,
ça brise une barrière et ça les met pas en situation de je vais te faire découvrir un truc, alors que ça peut être justement un côté ok, j'accepte d'un côté à ce que tu m'apprennes ton jeu, ton univers, tes souvenirs liés à ça, tes souvenirs ludiques, parce qu'il y a forcément une histoire ludique derrière chacun et chacune. Et ensuite, moi, je t'amènerai petit à petit aussi, je te proposerai, bah tiens, j'ai un petit jeu de cartes qui ressemble un peu à ça, viens. Ça donne aussi des idées comme ça, quoi. Euh, Trop sérieux le bridge pour être un jeu. Oui, ça. Et la Fédé, le compteur des jeux nous dit la Fédé de bridge fait beaucoup d'efforts auprès des jeunes et des écoles depuis des années. Bah, c'est très très bien. Et je pense que ça mériterait à être continué dans ce cadre-là, quoi. Or, pas forcément des compétitions, même si certains jeux s'y prêtent bien, effectivement. Effectivement. Puisque là, bon, le bridge, c'est vrai, ça reste quand même c'est très mathématique un peu, hein. Enfin, moi, c'est la vision que j'en ai, je suis pas très bridge. Alors, ça se voit avec mon dentier. Bref, bref. Mais il n'y a pas que le bridge, évidemment. Euh, il y a aussi les traditions locales. Et j'ai trouvé un autre article que j'ai trouvé. Hop. Là, on va se ramener vers chez nous, l'Occitanie, un peu, hein, le centre du monde, hein, vous l'avez compris. Puisqu'on parlait de filiation, de transmission, puisque c'est un peu le fil conducteur de cette vidéo. Eh ben, il y a un jeu que je ne connaissais pas du tout qui s'appelle Truc. Alors, entre le toc, le tic, le tac, je ne refais pas le coup de reprendre des tic-tac, etc. Il y a un jeu qui s'appelle, donc qui est arrivé d'Orient au XIVe siècle, qui s'appelle le Truc, et qui est, alors je pense, c'est une espèce comment dire, de tarot. Et en fait, il faut savoir qu'il y avait plus de... Enfin, que le jeu était en train de disparaître complètement. Et, euh, et en fait, il y a des gens qui ont créé une association culturelle et qui s'est dit, ben non, l'association culturelle catalane, et qui s'est dit, ben non, il faut pas que ce jeu disparaisse dans ce qu'il était, dans ce qu'il représentait, euh, en termes de patrimoine, une fois de plus, patrimoine ludique. Alors je sais que ça fait un peu hérisser les poils de certaines personnes qui ne veulent que le divertissement. Ils ne disent le jeu c'est que du divertissement. Euh, Moi je sais pas comment il peut avoir cette vision du jeu de société. Peut-être qu'ils ne lisent pas beaucoup la presse ou qu'ils se désintéressent de tout ça, mais depuis le début j'ai plutôt l'impression que quand on parle de transmission, de filiation, là de sauver du patrimoine culturel, on est dans autre chose que du divertissement. Alors certes, ça reste aussi du divertissement, ça n'enlève pas l'un comme l'autre, et même le bridge, je pense, en compétition, je pense que les gens qui le pratiquent en compétition s'amusent aussi. Malgré tout, voilà, on voit que l'aspect culturel, quand même, comment ne peut-on pas voir l'aspect culturel? Bref. Et donc voilà. Et du coup, ça a redonné un intérêt pour les cartes de trucs. Ça fait toujours marrer. Euh, et il réédite le jeu et du coup, il y a un engouement et le jeu s'est remis à se vendre, à repartir. Et voilà. Et les Catalans, ben, ça y est, se remettent à la pratique de ce jeu. Donc ça a sauvé ceux qui jouaient déjà. Je trouve ça, euh, je trouve ça fabuleux. Et juste parce qu'une association s'est dit mais il faut pas que ce jeu disparaisse, bah, ça a suffi euh, à le relancer, à le remettre au goût du jeu. Il faut prononcer Trouk pour le truc. Alors Trouk, merci pour la précision. Nous ne connaissons pas les règles des jeux de cartes du XIVe et du XVe siècle. Oui, oui. Bon, il y a forcément des choses qui se sont perdues, qui ont changé. Il y a beaucoup d'historiens qui se basent sur des écrits, etc., pour voir jusqu'où on peut remonter, par exemple, pour les premiers jeux de société. En tout cas, qu'est-ce qui pouvait être déterminé comme étant un jeu de société euh, à travers les écrits, etc.
ou les dessins, ou les objets à trouver. Mais effectivement, on peut pas, tout n'a pas été sauvé, d'où l'importance de cette transmission aujourd'hui, et, euh, et d'avoir, mais voilà. Donc, eux, ils disent que c'est arrivé dès l'année 1390. C'est l'historien Jean-Pierre Garry qui dit ça, hein, qui est spécialiste des cartes catalanes. Et ils ont trouvé des noms de fabricants à Perpignan en 1417 et 1418, qui sont les premiers fabricants identifiés en France, quoi. Pas d'écrit de règles précises de jeu de cartes pour cette période médiévale. Oui, oui. Oui, oui, ça reste malgré tout. D'ailleurs, petit aparté, ça me fait penser. Je rêve d'avoir un petit budget pour aller faire un petit documentaire ou un partenariat avec le musée de la carte, si je dis pas de bêtises, qui est pas loin de Paris, je crois. Pas loin de Paris, au sud de Paris, ou pas loin d'Orléans, entre les deux. Et, parce que ça doit être passionnant d'aller voir, d'avoir tous ces sujets-là, en fait. Ah, ici, merci. Donc ouais, d'avoir des spécialistes qui pourront en parler mieux que moi. Mais voilà, on a le truc. Et donc si ça vous intéresse, pareil, hein, vous avez les liens en description. Il n'y a pas que ce genre de jeu, je parlais aussi, moi, de quelque chose. Alors est-ce que j'en ai un là? Oui. Car je pratique un loisir que j'adore, qui est, je vais peut-être me placer en le mot fléché, j'adore ça, moi, les jeux de lettres, mais surtout les mots fléchés. C'est euh, c'est ma grande passion. Mais c'est vrai que quand tu pratiques beaucoup les mots fléchés, je pense que c'est un peu comme d'autres jeux de ce style-là. Tu finis par, et je pense que le jeu d'ailleurs est créé pour ça, enfin les grilles sont pensées pour ça, mais tu finis par avoir un peu des habitudes, des automatismes, parce que bah, tu sais à peu près que quand on va te parler d'un cours d'eau en deux lettres, ça va être tel truc. Quand on va te parler de tel mot, ou tel synonyme ou quoi. Enfin, voilà, tu sais à peu près comment t'en sortir. Au bout d'un moment, c'est que du par cœur quasiment, quoi. Ça veut pas dire que c'est plus facile, parce que plus tu montes en difficulté dans les forces, ça reste quand même. Voilà, moi je fais du force 2-3, non du 3-4, si j'ai pas de bêtises. Voilà, 3-4, c'est chaud, quoi. Et je m'étais jamais posé la question, mais c'est vrai que les mots fléchés, finalement, c'est à peu près toujours les mêmes. Et ça n'a jamais été modernisé en fait. Ça n'a jamais vraiment euh, bougé. Et du coup, il y a deux jeunes femmes à Strasbourg qui ont eu une idée géniale parce que tout comme moi, elles sont passionnées de mots fléchés. Elles se sont dit, bah, si on justement, si on arrêtait un peu les références vieillottes d'hommes blancs hétéros, et c'est vrai que je suis entièrement d'accord, il y a quand même des choses où c'est est-ce qu'on peut pas parler d'autre chose que des harems, etc., quoi. Et du coup, elles ont trouvé, pareil, je vous mets l'article, hein, ça s'appelle Grillé. Elles ont contacté en fait un des spécialistes en France, c'est cruxiverbiste, un truc comme ça. Et voilà, pour changer notamment certains mots qui étaient bien paternalistes, ou un brin raciste, voire carrément misogynes. Et elles ont réussi à trouver des nouveaux mots à intégrer, déjà plus modernes, et ça, je trouve ça. Enfin, moi, ça me. Là, ça m'a séduit direct, hein. Je me suis dit, ah, enfin, enfin des nouveaux mots, des mots récents, des nouvelles manières aussi, des nouvelles manières alors, je sais plus comment elles appellent ça, mais je vais vous retrouver le terme, j'ai trouvé ça. J'ai appris un nouveau terme, du coup, sur la définition. C'est définitionniste, si je dis pas de bêtises. euh, qui sont donc les personnes qui écrivent les définitions pour faire les mots fléchés, quoi. Parce qu'en fait, ça demande, voilà, c'est là. Être définitionniste, c'est boire beaucoup de café et chercher des définitions pendant des heures. Effectivement, c'est un travail de dingue, même si j'imagine qu'aujourd'hui, il y a des, des, des machines, je crois, hein. Je crois que le gars qui fait les mots, je sais pas si les mots casés ou les mots fléchés,
mais je crois qu'il a automatisé ça, il a une espèce d'algorithme. Mais donc, du coup, voilà. Ils ont pu modeler des nouvelles grilles, etc. Et une fois de plus, pourquoi je dis ça? Bah, c'est pour créer des grilles intergénérationnelles, c'est-à-dire que pour que tout le monde puisse y jouer. Parce que c'est quand même ça le jeu de société, et c'est ce que nous montre tout ça, au-delà d'être un patrimoine, et au-delà de l'affiliation et de la transmission, bah, en fait, à chaque fois qu'on réduit les inégalités, à chaque fois qu'on rend l'objet jeu accessible, plus accessible, en fait, on fait un pas en avant pour que le jeu de société, au-delà de séduire plus de monde, qui ça, à la limite, j'ai envie de dire c'est cool, mais c'est plus presque une envie du marché, plus qu'une envie des passionnés, mais c'est surtout que bah, pour qu'il continue à se transmettre, pour qu'il continue à exister, parce que dans un monde où le futur a l'air pas très joyeux et les ressources viennent à manquer, ben, en réalité, il va falloir un moment que cette transmission perdure. Et ce qui a réussi à perdurer dans un monde pré-industrialisation, ce serait bien qu'on arrive à en faire la même chose post-industrialisation, quoi. Je, je n'ai pas la vanne, donc je ne la dirai pas. Mais voilà. Donc voilà, pareil, vous pouvez aller chercher, hop, le grillé numéro un. En tout cas, moi, je pense que ça me donne très envie, ne serait-ce que pour m'y essayer, voir un peu les nouvelles définitions, etc. Puis moi, j'aime ces nouveaux projets. Euh, Ah mince, j'étais peut-être pas au bon endroit pour vous montrer, non? Vous me dites rien aussi. Hop là. Hop. Voilà. Ah, définition. Oh putain, j'y étais pas, oui, effectivement. N'allons pas faire sauter la chaîne pour si peu. Donc ouais, je trouve qu'il y a... Enfin, moi, ça me passionne de me dire que, aussi bien du côté des seniors qu'on imaginait enfermés un peu dans un style de jeu bien particulier, de se dire bah, que non, pas du tout. Une fois de plus, c'est une idée reçue qu'il faut faire péter, que d'aller vers les jeunes où on se dit ah pareil, les jeunes, hein, ben non, toutes ces idées reçues sont en train de voler en éclats. Et plus on en parle, plus on met ça en avant, plus on y réfléchit quand on parle de jeux de société, quand on fait nous-mêmes ce travail de transmission, puisque en réalité, c'est ce qu'on fait quand on fait jouer d'autres personnes. Hein. On essaye de penser à ça, ou parfois on oublie d'y penser, je devrais dire. Bah moi, je pense qu'il faut, au contraire, garder cette idée de transmission, de valeur, de d'essayer de faire tomber nos préjugés ou nos attentes qu'on répète nous-mêmes. Hein. Attention, je suis pas en train de dire oh là là, les autres sont des cons et moi je suis génial. Pas du tout. Je fais les mêmes erreurs que tout le monde. À par moment me dire ah bah oui, il faut un jeu accessible, machin. Je pense que c'est une fois de plus, il faut d'abord se tourner vers les envies de la personne, comme on le ferait pour un film ou pour une série. C'est-à-dire, on commence pas par dire tiens, je vais te présenter un film, c'est ça qui est génial. Non, on commence par s'intéresser à la personne, par lui dire bah, qu'est-ce que tu regardes, c'est quoi, qu'est-ce que t'aimes, et après on lui propose quelque chose. Et je pense que c'est pareil pour les jeux. Ça sert à rien de dire ah, on va commencer par le Uno parce que tu verras, comme tu connais rien, le Uno c'est facile. Non, non, non. Je pense qu'il faut dire c'est qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te ferait. Et à ce moment-là, hop, dire ah bah oui, toi t'aimes plutôt les jeux posés, etc. Bon bah ok, je connais. On peut aller sur. T'aimes bien quand il y a des chiffres, t'aimes bien. Bon bah voilà, the game. Et on peut aller là-dessus, c'est coopératif, on va pas s'engueuler, etc. Donc, je pense qu'il y a des choses comme ça, quoi. Oui, et puis ils sont demandeurs, ils peuvent être demandeurs en nouveautés, etc. L'un n'esquive pas l'autre, quoi. Donc voilà, pensée transmission, valeur, et ça fait très longtemps que je fais du
Mots fléchés, ça doit faire 20 ans. Je pense que non, même ado, je pense, j'ai commencé. Mais c'était plus... je fais pas du mot fléché comme ça. C'est du mot fléché de moments particuliers, aller me mettre euh, un peu au soleil, aller... un peu, ça remplace un peu les magazines que je lisais en bord de croisette à l'époque à Cannes, avec l'air marin, etc. À l'époque où c'était respirable. Ouais. Donc, évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de jeux euh, qui pensent à la transmission aussi. Je pense qu'il y a un jeu, par exemple, qui n'est pas encore édité, mais qui l'auteur essaye de le faire éditer. Je vais essayer de retrouver. Hop, où c'est que je l'ai mis, je ne sais plus. Voilà, qui s'appelle Occitania. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet accent, mais qui est donc de français, qui est de Jean-Pierre Fonolose. Donc ça, c'est l'animateur de l'émission, je dis n'importe quoi, je sais pas pourquoi. Alexandre Pesson. Donc voilà, il a fait un jeu qui se veut justement pour transmettre et pour garder l'occitan, la langue régionale. Et donc le jeu est en français et en occitan. Et pour une fois, c'est pas un jeu de lettres, ou en tout cas un jeu qui est là pour t'apprendre la langue, mais qui est plutôt un jeu qui certes va apprendre des choses, puisque tu joues sur l'Occitanie, la région Occitanie, etc. Mais pour le coup, c'est un jeu qui se veut un jeu de déplacement qui va... vous avez la règle qui est disponible d'ailleurs si vous êtes intéressé, et qui se part une fois de plus d'une association pour transmettre donc lui, je crois qu'il est... il me semble qu'il était... il a fait des études de lettres, quelque chose comme ça. Et donc voilà, il y a un côté pédagogique qu'il veut garder. Euh, ça traite de géographie, de linguistique, de mathématiques et c'est culturel. Donc voilà, il y a un projet derrière de transmission. Et je pense qu'on oublie que le jeu de société peut être aussi transmission d'une culture, d'une histoire, pas forcément être, comment dire, parfois on l'intègre trop sur d'autres valeurs ou sur d'autres transmissions politiques ou quoi, mais là ça peut être aussi politique, de garder en mémoire, et c'est vrai que c'est dommage de perdre les langues qui ont une histoire en fait. Je dis pas de les pratiquer, de les rendre obligatoires tous les jours, parce que déjà qu'on a du mal avec le français. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien ces idées de tous ces projets qui existent et qui sont de plus en plus là. De toute façon, il y a une émission bientôt où on parlera du jeu de société justement comme comme une nouvelle résurgence de nouveaux projets. Mais on a pareil sur Accessi-Jeux, etc. Donc on parlait de l'accessibilité et du handicap, qui font partie aussi, donc Accessi-Jeux, hein, l'association qui adapte des jeux pour les personnes malvoyantes ou atteintes de troubles moteurs. Il y a Asmodee via son label Access Plus aussi. Donc il y a aussi, je parlais d'accessibilité, et donc de transmission aussi à des personnes qui peuvent avoir des difficultés ou un handicap. Et ça aussi, on l'oublie parfois, que le jeu de société doit aussi s'adapter. Une fois de plus, la transmission, elle ne peut pas passer que sur un seul canal. Il faut penser à tous les autres canaux, tous les autres personnes qui peuvent se retrouver sur le côté, qui sont aussi en demande. Je me rappelle de l'alchimie des jeux il y a 2017, je dirais, 2018. J'étais dans la protozone et j'avais présenté un proto avec un ami. Et dans les personnes qui étaient passées, il y avait un couple dont le compagnon était malvoyant et qui était à la recherche de jeux, en fait, pour eux, pour pouvoir jouer ensemble, continuer à partager ce moment ludique qu'ils appréciaient tant. Donc, en fait, il ne faut pas oublier que même s'il y a une manière de pratiquer le loisir en jeu solo, par exemple, le jeu aussi doit être aussi... c'est un plaisir partagé entre des personnes, et donc il faut que ce soit toutes les personnes. Peu importe l'âge, peu importe les difficultés,
que ce soit lié au handicap ou autre, ou à la langue. Je pense que tout ça, ça doit être dedans, et ça doit être aussi, je pense, une des manières dans la transmission, bah, ça doit être aussi dans le jeu. Je trouve que le jeu, il y a très peu de jeux qui sensibilisent, notamment les plus jeunes, mais aussi les adultes, justement à la différence en intégrant, alors je crois que c'est La forêt de Lucie, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a ça, hein, qui intègre des créatures avec des handicaps variés, etc. Il y avait Zombie Kids aussi qui faisait ça. Mais voilà, je trouve que c'est un peu trop, peut-être trop léger. Donc, ouais, je pense qu'il y a encore un beau travail là-dessus, aussi bien, et là, j'en reviens toujours à celles et ceux qui en parlent du jeu, mais ça veut pas dire que les médias, hein, ça veut dire les gens qui ont des assos, qui ont tout ça, bah, faire en sorte que tout le monde et tous peuvent y jouer. On sait qu'à Toulouse, ils ont notamment des gens qui signent pour pouvoir expliquer. Il y a une belle communauté là-dessus d'ailleurs. Pour l'accessibilité. Il y a aussi les allées sont pensées pour que les fauteuils roulants puissent quand même accéder aux tables de jeu. Euh, alors certes, ça dépend des lieux, etc. Mais voilà. Et Mafalda nous dit Zombie Kids est le premier jeu jeune avec un fauteuil roulant en personnage principal. Voilà. Et donc je pense que tout ça, dans cette histoire de transmission, de transmettre un patrimoine culturel, je pense que plutôt que de passer du temps à ce qui est l'argent, hein, l'accessibilité numéro un aujourd'hui, c'est plus devenu l'argent. Je pense qu'il faut aussi penser à l'accessibilité dans les thèmes abordés, dans la manière, le matériel utilisé. Euh, pour penser, je disais tout à l'heure, pour l'arthrite, c'est vrai qu'avoir certaines cartes ou certains matériels pour ceux qui ont de l'arthrite, etc., ou des difficultés de motricité, enfin, il y a énormément de choses à penser pour, au contraire, bah, sauvegarder le jeu de société. Et ça veut dire aussi, justement, sortir du côté peut-être trop marchand ou mercantile, même si je comprends l'argument de, bah oui, comme on disait en début de vidéo, il y a des licenciements de plus en plus chez les petits éditeurs, et que donc il y a cette idée de survie, euh, et que en fait les gros, et c'est peut-être, avant de finir cette vidéo-là, euh, à la chimie, nous dit Mafalda, c'est possible, on est arrivé à 2 fauteuils, euh, et c'est relou, mais cette année ça passe. Oui, oui, c'est ça aussi, c'est que ça veut dire aussi prendre en compte, réfléchir l'espace différemment. Euh, et là, j'allais venir sur un petit coup de gueule, justement, où là, on est en période difficile. Et donc, on voit, hein, les budgets se rétrécissent, il y a des changements de priorité, etc. Mais ce qui fait chier, je vais le dire comme ça, hein, pardonnez mon langage, châtié, mais ce qui me fait chier, c'est de se dire que les gros, donc Asmodée, Yellow, BlackRock Gigamic, Ravensburger, je vous mets tout le monde dans le même panier, évidemment. Dans la période faste, où il y a eu beaucoup de fric, parce qu'il y a eu une explosion, je crois qu'on était, post-Covid, je crois que c'était plus 19% le marché, si je dis pas de bêtises. Ce qui est énorme, en progression. Et c'est là où c'est parti un peu en cacahuète, où voilà, l'argent était un peu gaspillé, je trouve. Bah, c'est ça qui fait chier, de se dire que ils auraient pu, parce qu'en fait, 1% de leur chiffre d'affaires ou de leur projet aurait pu être consacré à faire du développement, à penser à tout ça. Ils l'ont pas fait, l'argent est allé à des actionnaires, à droite à gauche, ou sur des projets bancals, à la con. Et ça fait chier. Je me dis que parfois on leur tape dessus, on nous dit oui, il faut arrêter de taper sur les gros. La réalité, c'est qu'on peut leur taper dessus aussi sur certaines choses. Ils font des trucs bien, heureusement, mais ils font aussi, ils gâchent aussi. Et c'est dommage. Conclusion, parce qu'il faut quand même que je conclue. Oui, il y a eu des projets pour l'école. Ben, en ce moment, il y a le cartable ludique, qui est le projet porté, on en avait parlé, qui est le fait de pouvoir s'abonner moyennant, je crois, 30 € ou 35 €. Et ta classe reçoit
4 jeux dans l'année qui sont des jeux de différents éditeurs. Et ensuite, les jeux, donc avec des fiches pédagogiques pour que le jeu puisse être utilisé en classe. Et ensuite, les jeux sont emmenés par les enfants à la maison avec une deuxième fiche pédagogique pour que les parents puissent être accompagnés à jouer avec leurs enfants. Quand je dis pédagogique, c'est pas forcément pour transformer le jeu en objet éducatif, mais plutôt pour aider à l'accompagnement, parce qu'une fois de plus, et je trouve ça bien, de donner aussi bien les forces du jeu en termes de compétences liées selon les âges, mais aussi d'accompagner les parents à savoir comment se comporter autour d'une table de jeu, parce que c'est pas inné pour tout le monde, et qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent, beaucoup d'enjeux qui se déroulent autour d'une table de jeu, on en a déjà parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos, et donc voilà, je trouve ça très intéressant à voir, pareil, ce que ça va donner, quels vont être les résultats. Donc voilà, la conclusion pour moi c'est une table. Autour d'une table, c'est pour tout le monde. Euh, que tu sois riche ou pauvre, on est tous pareils autour d'une table, on est tous égaux. C'est presque l'humanité au sens stricto sensu, quoi. Il y a tous les âges, il devrait en tout cas y avoir tous les âges. Il n'y a pas de couleur, si ce n'est sur les pions. Il n'y a pas d'origine, il n'y a pas comment dire, de poids, de tout ce qu'on veut. On peut être beau ou moche, on s'en fout, on est tous égaux normalement. Après, il y a des compétences, et ça se développe en fonction des jeux qu'on pratique, etc. Mais on part tous du même point, hein, normalement. Et donc ça montre aussi que le jeu de société, que c'est pas qu'un loisir, c'est un médium, un média culturel, un espace de lien, un espace de mémoire, un espace de transmission. Et si on se réfère à ce qu'on vient de voir quand même, eh ben, que ce soit à 92 ans, hein, on se rappelle au début de la vidéo, à l'EHPAD, euh, avec une mauvaise joueuse de 92 ans, non, une mauvaise perdante, pardon, de 92 ans, ou à 22 ans faire du mahjong, en fait, tout le monde a trouvé sa place autour de la table de jeu. Et ça, c'est génial parce qu'à ce moment-là, non seulement on joue, ce qui est, on va dire, très bien, mais on y partage plus. On y partage aussi des anecdotes de vie, des, des anecdotes culturelles, on découvre peut-être des nouveaux chanteurs, des nouvelles BD, des nouvelles choses, parce qu'on a des référentiels culturels différents, etc. Est-ce que c'est pour Franck le fait d'être moche? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moche ou beau, c'est pas comme ailleurs, ça ne fait pas, il n'y a pas de discrimination à la mocheté, en tout cas que je sache, ce n'est pas là-dessus que la discrimination se fait, sauf peut-être les dés. Bref. J'allais dire la phrase magique, mais je pense que pour finir cette vidéo, mais rappelez-vous, si vous êtes sur Twitch, on continue ensemble. Nous lançons donc à bientôt. Mesdames, messieurs, je vous souhaite... Moi, je vais de ce pas avoir un balai. Je vais me raser, me doucher, me changer et imiter votre paraphe, ma perle. Je vous souhaite à tous une fondue.